Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la tragique histoire de Suzanne Lédiard et c'est parti. Nous sommes le 23 juillet 2019. La journée s'annonce ensoleillée et pourtant elle va vite s'assombrir. Nous sommes à Wilmington, aux États-Unis et plus précisément dans le secteur de Northwest Boulevard. Un ouvrier du bâtiment se trouve dans les parages parce qu'en fait, il travaille sur un chantier près d'ici. Il marche près de la rivière Brandywine où il voit un corps flotter et c'est celui d'une femme. Il est complètement choqué et il hurle à l'aide et immédiatement il appelle la police. Les policiers arrivent sur place où ils font la macabre découverte. Ils ne peuvent que constater le décès de la victime. Ils la regardent pour voir s'il y a des indices sur elle qui pourraient permettre d'en dire plus sur les circonstances de sa mort. Et là, ils trouvent des blessures visibles à plusieurs parties de son corps. Rapidement, ils en concluent qu'elle est morte suite à un traumatisme contondant, mais aussi sûrement par noyade. Environ 1h30 après cette horrible découverte, les policiers reçoivent un appel et c'est un signalement d'un véhicule suspect. Ils localisent ce véhicule près du pont Rising Sun Lane qui est près de la rivière Brandywine. Ils se rendent alors sur les lieux et là ils découvrent une Honda Civic noire. Le véhicule est vide. Ils fouillent à l'intérieur et là ils tombent sur un sac ainsi qu'un téléphone. Ils voient des papiers avec un nom. Il s'agit de la voiture ainsi que des affaires de Suzanne Lédiard. Et en regardant la photo, ils l'identifient comme le corps retrouvé plus tôt dans la matinée. Dès lors, ils contactent les proches de Suzanne afin de leur annoncer la tragique nouvelle et une enquête débute alors afin d'éclaircir les circonstances étranges de la mort de Suzanne. Mais qui est Suzanne Lédiard? Suzanne Lédiard, c'est une belle femme avec une vie épanouie. Au moment des faits, elle a 50 ans et elle vient d'une famille aisée. Elle a suivi de brillantes études dans des écoles privées, elle a une maîtrise de Georgetown et elle se destine à l'enseignement. Dans son parcours, elle a déjà eu une expérience en tant qu'enseignante en Tchécoslovaquie, puis elle a travaillé comme professeure d'anglais dans la banlieue de sa ville natale, près de Wilmington dans le Delaware. Elle aime consacrer beaucoup de temps à son travail et dès qu'elle a du temps libre, elle profite pour être avec son époux. Elle est décrite par ses proches comme une femme brillante, joviale et ouverte d'esprit et elle est très aimée de tout son entourage. Elle est très aimée par tout son entourage. Elle est végétarienne depuis l'âge de ses 8 ans et elle aime la lecture ainsi qu'écouter de la musique. Et côté vie privée, elle est mariée à Benjamin Lédiard avec qui tout semble super bien se dérouler. Alors que cette femme semblait tout avoir pour être heureuse, elle est tragiquement retrouvée en train de flotter dans une rivière, le corps inerte. Et donc l'enquête commence alors. Les policiers ont analysé son activité sur son téléphone ainsi que ses déplacements afin de retracer son itinéraire et de savoir ce qu'elle aurait pu faire avant de mourir. Suzanne était active sur son téléphone jusqu'à 2h du matin avant son décès. On sait qu'à 3h02, sa voiture est sortie de sa maison qui est située dans l'avenue de Riverview et elle a tourné sur l'avenue Pennsylvania et elle a roulé en direction du nord. Sa voiture a suivi le même chemin que celui qu'elle empruntait pour partir au travail. Et 2 minutes plus tard, elle s'est garée sur Walker's Mill Road où elle est restée stationnée et elle a éteint ses feux. On sait cela car les policiers ont pu mettre la main sur des caméras de surveillance situées dans les alentours. Malheureusement, à cette heure-ci, il faisait tellement sombre qu'il est impossible de savoir si Suzanne elle était seule ou non dans sa voiture et si c'était bel et bien elle qui conduisait ou une autre personne. Donc c'est déjà là un premier souci. Puis une autopsie a été réalisée et ce qu'elle va dire c'est que Suzanne est bel et bien décédée d'une noyade ainsi que d'un traumatisme contondant. Dès lors, la police a écarté la possibilité qu'elle ait voulu mettre fin à ses jours. Le détective de la police, Dan Grassi, a déclaré les mots suivants à ce propos. « Je ne peux pas entrer dans la nature des blessures, l'emplacement ou quoi que ce soit de ce genre, mais disons simplement que le type d'insurrection n'était pas compatible avec un accident et que son comportement avant le matin où elle a été retrouvée n'était pas compatible avec le désir de mettre fin à ses jours.
En effet, peu de temps avant sa mort, Suzanne était très active sur son téléphone. Elle a communiqué avec sa famille, notamment avec sa sœur, jusqu'à minuit 30 et ses amis, et dans ces discussions, elle était tout à fait normale. Il n'y avait rien qui laissait entendre un comportement de désespoir extrême. Après les premiers éléments recueillis sur la scène du drame, la police conclut qu'il ne pense pas non plus qu'il puisse s'agir d'un vol ayant mal tourné. Et pour la famille de Suzanne, qui est absolument dévastée par la nouvelle, ils ont d'abord cru à un tragique accident, mais après que les policiers les a montré plusieurs éléments, ils ont compris que la mort de Suzanne était très suspecte. Missy Morrissey, la sœur de Suzanne, a déclaré les mots suivants à ce propos. En septembre, les détectives nous ont rencontrés et la première chose qu'ils nous ont apprise, c'est qu'elle était en vie jusqu'à 7 heures du matin. Ils savaient qu'elle était active depuis 4 heures après s'être garée, ce qui était nouveau pour nous. Nous avons pensé que c'était quelque chose qui s'était passé très peu de temps après qu'elle se soit garée. Les policiers sont venus à cette conclusion grâce au tracker de fitness que portait Suzanne. En fait, elle avait un Fitbit qui mesurait les battements de son pouls. Il n'y a pas de système GPS intégré, mais il a permis de dire qu'elle était toujours en vie jusqu'à environ 7 heures du matin, à peu près une demi-heure avant qu'elle ne soit découverte. Les policiers ne croient pas que Suzanne soit entrée volontairement dans la rivière après avoir garé sa voiture. Au mois d'octobre, les policiers affirment à la famille de Suzanne que sa mort est un homicide, ce qui les dévaste profondément. Ils annoncent publiquement la même conclusion au monde entier en novembre, soit 4 mois après sa mort. Pour les policiers, il est difficile de savoir pourquoi Suzanne aurait quitté son domicile en pleine nuit pour se rendre près d'une rivière, surtout pour un autre motif que celui d'en finir avec sa vie. La sœur de Suzanne, Missy, leur répond qu'elle ne voit pas du tout pourquoi sa sœur se trouverait dehors à une heure pareille. Elle confie qu'il lui arrivait occasionnellement de sortir dehors afin de fumer une cigarette, mais sans plus, et surtout elle n'aurait pas fait ça aussi tardivement. Elle a déclaré aussi qu'elle n'a pas pu sortir aussi tard pour aller chercher des cigarettes aux alentours, au cas où si elle avait une envie subite de fumer et qu'elle n'en avait pas sur elle. Elle a aussi expliqué qu'il était habituel pour Suzanne de rester éveillée assez tard car elle travaillait souvent ses cours la nuit, surtout durant la période de l'été. Encore une fois, les policiers ont fouillé ces discussions et parmi elles, il n'y avait aucun message pouvant expliquer son départ soudain de la maison en pleine nuit. Il n'y avait aucun indice. Pour la famille comme pour les policiers, ils sont face à une impasse. Missy a déclaré les mots suivants. « Je n'ai rien qui me dise qu'elle avait une raison de sortir ou qu'elle avait planifié quelque chose. Je connaissais les gens qu'elle connaissait, la plupart d'entre eux, tous ceux qui lui ont envoyé un texto ce soir et il n'y a rien. » Alors autant vous dire que ce manque de réponse plonge la famille de Suzanne dans un profond désespoir et dans un immense chagrin. Le temps passe et l'enquête stagne. Il est impossible de savoir pour quelle raison Suzanne a quitté son domicile vers 3 heures du matin afin de se rendre à la rivière et de savoir si elle était seule ou non. Et bien que l'on ait pu déterminer qu'elle était toujours en vie jusqu'à 7 heures du matin, il est impossible de dire où elle se trouvait précisément entre 3 heures et 7 heures du matin. Bien sûr, la police s'est tournée vers l'époux de Suzanne, qui est Benjamin. Benjamin Lédiard a confié que le lundi 22 juillet, il est parti voir un film avec un ami vers 20h. Et lorsqu'il est rentré à la maison, il a trouvé Suzanne assise sur le porche, en train d'envoyer des textos sur son téléphone. Elle avait l'air normale. Il a ensuite ajouté qu'elle est venue se coucher à 23h et que depuis, il ne l'a plus revue vivante. Son époux affirme ne rien savoir de ce qui a pu arriver à sa femme et il n'y avait aucun élément incriminant à son encontre. Il est donc impossible de savoir s'il était avec elle dans la voiture ce soir-là. Il n'y a pas non plus de preuves ou d'éléments montrant que leur mariage allait mal et que Benjamin aurait pu être un époux violent ou un mari qui voulait se débarrasser de sa femme. Après la mort de Suzanne Lédiard, il y a eu de nombreuses recherches afin d'avoir des réponses sur sa mort énigmatique. Il y a eu des tracts qui ont été imprimés et distribués dans la ville en disant les mots suivants. « Avez-vous vu Suzanne? Qu'est-il arrivé à Suzanne ?» Et son époux a toujours fait bonne figure durant cette période et il a toujours été impliqué dans les recherches. Il se dit dévasté par la mort tragique de son épouse. Il a déclaré à son propos les mots suivants durant une conférence. « Suzanne était l'amour de ma vie, ma meilleure amie. » L'enquête sur la mort de Suzanne Lédiard n'a malheureusement pas avancé depuis et les policiers n'ont ni suspect, ni coupable, ni réponse.
Il n'y a pas non plus de pistes ni de preuves. C'est comme si que Suzanne est morte en emportant les secrets de son décès avec elle. Sa famille affirme ne pas perdre espoir concernant l'enquête et continuer de faire pression pour avoir des réponses. Ils offrent une récompense de 50 000 $ pour toute information menant à une arrestation. Pour sa sœur, sa mort reste tragique. Pour elle, il est inconcevable qu'il puisse s'agir d'un acte criminel. Elle a déclaré les mots suivants à ce propos. Au début, cela ressemblait à un accident horrible. Et l'idée que quelqu'un ait tué ma sœur ne m'a jamais traversé. La police de l'État de Delaware travaille toujours sur l'enquête et le procureur a déclaré les mots suivants. Nos procureurs continuent de travailler avec la police de l'État du Delaware pour faire avancer l'enquête. Nous encourageons toute personne ayant des informations relatives à cette affaire à bien vouloir contacter la police de l'État du Delaware. Le détective Grassi a déclaré les mots suivants. Nous espérons que cette pression pour que quelqu'un se manifeste apportera les informations dont nous avons besoin pour résoudre son affaire. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour que sa famille puisse tourner la page. Pourtant, depuis la disparition de son épouse, Benjamin Lediard a beaucoup fait parler de lui pour son comportement. Il faut savoir qu'il a refait sa vie depuis, en épousant Stephanie Nixon Lediard en 2021. Et s'il semble être allé de l'avant, on va découvrir des éléments assez incriminants à son encontre. En fait, nous sommes au début d'année 2023, plus précisément après le Nouvel An. La police est appelée pour violence domestique à Wilmington, dans le Delaware, au domicile des Lediard. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils sont accueillis par une femme âgée de 54 ans. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit de Stéphanie. Elle leur explique s'être disputée avec son époux Benjamin à cause de la musique qui était assez forte. En fait, elle écoutait de la musique et Benjamin était en train de jouer au billard et de boire en même temps. Il lui a demandé de baisser le son et les choses ont dégénéré. Une dispute a alors éclaté. Benjamin a dit à sa femme les mots suivants. « Ce soir, je vais certainement te donner une bonne raclée. » Puis il a attrapé un bâton de billard et il a poursuivi sa femme dans leur maison tout en la frappant. Il a ensuite frappé à la tête avec un lourd objet en marbre, puis il l'a poussée au sol, il lui a attrapé les cheveux et il a frappé sa tête à plusieurs reprises sur le plancher. Suzanne était sérieusement blessée et elle a alors quitté la maison afin de demander de l'aide. Benjamin est alors accusé d'agression au 2e degré sur son épouse. Il est immédiatement arrêté et placé en détention dans le centre correctionnel Howard Young avec une caution de 77 000 $. Benjamin a refusé de s'expliquer face aux accusations. Et en parallèle, il est accusé de voies de fait, de menaces de terroristes, d'autres menaces. Il est accusé de voies de fait par rapport à un incident qui est survenu auparavant, où il a mordu le bout du doigt de sa 2e épouse lors d'une bagarre. En fait, une dispute a éclaté et Stéphanie s'est blessé le doigt dans la porte. Son époux aurait mordu un bout de son doigt et l'aurait avalé. C'est donc une facette très obscure de Benjamin qui est de plus en plus dévoilée par la police. Cette enquête est toujours en cours et nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Cette arrestation apparaît 3 ans après la mort tragique de Suzanne Lediard. Je rappelle que Benjamin n'a pas été suspecté dans son meurtre, mais au vu de ce que l'on a appris sur lui et de son comportement avec sa 2e femme, je dirais que Benjamin en tant qu'époux laisse assez perplexe. Il est désormais difficile de ne pas le lier à la disparition et l'agression de sa première épouse. Pour revenir à Suzanne Lediard, sa famille a créé la fondation Suzanne Morrissey en son honneur qui permet d'attribuer une bourse à un élève de l'Academy Park High School qui est l'établissement où Suzanne enseignait avant de mourir. Et à l'heure actuelle, l'enquête sur sa mort est toujours en cours et la police cherche toujours des informations. C'est tout malheureusement pour la tragique histoire d'aujourd'hui. Alors entre le moment où j'ai fait mes recherches et mon montage, il y a eu des nouvelles concernant le procès de Benjamin Lediard. Et en fait, à ses 56 ans, il a été condamné à 2 ans de prison pour avoir frappé sa seconde épouse. Un procureur a jugé qu'il avait, je cite, suffisamment de force pour causer une blessure béante qui a exposé son crâne.
Le juge a déclaré qu'il prenait en considération les propos du procureur qui affirme avoir des preuves que Stéphanie a subi de nombreux épisodes de violence conjugale dans le passé, dont une fois où elle a dû aller à l'hôpital tellement les blessures étaient graves. Pourtant, Benjamin comme Stéphanie ont pleuré au tribunal lors de l'énoncé du jugement. Ils ont supplié le juge d'accorder à Benjamin une peine de probation uniquement. Stéphanie Lediard a déclaré les mots suivants. « S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Je lui pardonne. Je crois que Dieu lui pardonne. Si je lui pardonne, pourquoi personne d'autre ne le pourrait-il pas ?» Benjamin a déclaré que c'est son alcoolisme qui l'a poussé à la violence et que depuis, il a reçu un traitement et il s'engage à être sobre et non violent. Il a déclaré les mots suivants à ce propos. « Je suis tellement désolé pour ce que je lui ai fait. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Je ferai tout ce que vous demanderez. » L'avocat de Benjamin Lediard, qui s'appelle Peter Veft, a aussi demandé la probation, mais il s'attendait à la peine d'emprisonnement. Son avocat a mis en avant le fait que Benjamin a eu une nouvelle offre d'emploi et qu'il voulait subvenir aux besoins de sa famille et rester sobre, mais que s'il partait en prison, le couple perdrait sa maison. J'ai oublié de le préciser, mais Benjamin auparavant était consultant en investissement chez Wilmington Trust et Bank of America. Benjamin a plaidé coupable de l'attaque envers sa seconde épouse. Il a eu un accord de plaidoyer où les procureurs ont abandonné les accusations de menaces terroristes ainsi que des autres menaces et de voies de fait au premier degré lors de l'attaque où il a mordu un bout du doigt de sa femme. Après l'annonce de sa sentence, le juge a ordonné que Benjamin reçoive également un traitement contre la toxicomanie et la santé mentale. Les actes de violence de Benjamin Lediard sur sa seconde épouse ont été dévoilés dans un mémo de 10 pages et il révèle des choses terribles. L'homme aurait violenté sa femme sur une période de 15 mois. Le mémo fait le portrait d'un homme ayant souvent des épisodes de colère après avoir trop bu, puis frappé sa femme à plusieurs reprises, même lors de leur nuit de noces. Il y a eu des preuves qu'il a déjà laissé son épouse avec des ecchymoses sur tout le corps, des fractures du visage, du nez, du poignet, du coude, des côtes et de la colonne vertébrale, ainsi que son bout de doigt manquant. Stéphanie s'est rendue à l'hôpital de nombreuses reprises après ces attaques et elle a toujours dit au médecin que ses blessures étaient dues à des accidents comme une chute à vélo. Bien qu'il n'y ait pas de preuves impliquant Benjamin Lediard dans la mort de Suzanne, Stéphanie va révéler des éléments qui font froid dans le dos. Elle a donné des enregistrements vidéo qu'elle a fait il y a un moment où on peut entendre Benjamin la menacer en lui disant qu'il mettrait le corps de sa victime dans une glacière et le jetterait dans l'océan. Alors, quand j'ai découvert cette histoire, je l'ai trouvée vraiment tragique, dans le sens où on n'a toujours pas d'éléments, on n'a toujours pas de réponse. On ne sait pas qui a tué Suzanne, mais surtout, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette nuit et qu'est-ce qu'elle a fait. Qui est-ce qu'elle a croisé? Est-ce qu'il y avait une personne avec elle dans la voiture? Comment est-ce qu'elle a atterri dans la rivière? Et comme elle a eu des blessures, ça veut dire qu'une personne l'a agressée. Qui l'a agressée? On n'a aucune réponse là-dessus. Et au vu de l'enquête, jusqu'à maintenant, on n'a pas moyen de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. J'ai une grosse pensée pour sa famille qui doit vivre une douleur absolument horrible et surtout, ils doivent être dans une grosse angoisse de ne pas savoir concrètement ce qui a pu lui arriver et de ne pas pouvoir lui rendre justice. Donc j'ai une très grosse pensée pour eux vraiment. Et surtout, je trouve ça vraiment terrible en fait, cette attente et le manque de savoir. Et par rapport à Suzanne, ce que je trouve vraiment plutôt inquiétant, c'est le comportement de son époux. Tout ce qu'on a appris sur lui récemment par rapport à sa deuxième épouse. S'il a été violent avec elle, on dirait à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est qu'il a sûrement dû avoir des antécédents de violence auparavant et donc avec Suzanne également. Je pense que la violence de la part d'un mari ne vient pas subitement comme ça. Je pense qu'il doit avoir ce comportement ancré en lui depuis le début. Donc à mon avis, il devait être aussi violent avec Suzanne. Il n'y a pas de preuve qui le dit clairement. En tout cas, vu tout ce qu'on a découvert sur lui, ça me paraît assez suspect et incriminant et je pense qu'on est en droit de se demander s'il n'a pas eu un comportement étrange avec sa première épouse, donc Suzanne,
qui a été retrouvé mort dans des circonstances vraiment étranges. Il a dit qu'il était sorti au cinéma avec un ami le soir avant sa disparition et sa mort, mais il se peut très bien qu'en réalité c'est lui qui se soit débarrassé de Suzanne. Mais encore une fois, ce sont que des suspicions, ce n'est pas avéré, on n'a pas de preuves concrètes. Mais pour moi, son mari ne m'a pas l'air totalement innocent là-dedans. En tout cas, concernant les nouvelles accusations contre Benjamin Lediard, on n'a pas plus d'informations là-dessus pour l'instant. Sur ce, si cette enquête vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et surtout, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. J'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous pensez, que vous m'expliquiez quelles pourraient être les théories, qu'est-ce qui aurait pu arriver à Suzanne, et vous, votre avis concrètement, et si vous pensez que Benjamin est impliqué dans sa mort. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.